Alors, merci beaucoup de m'avoir proposé de venir aujourd'hui. Mais il faut quand même que je vous dise, pour commencer, que je ne suis pas technicienne, je ne suis pas artiste, et de surcroît, je ne m'appelle pas Charlotte. Voilà, au moins vous êtes au courant. Du coup, j'ai peut-être vous expliquer, donc je m'appelle Frédérique Sarr, et j'ai peut-être vous expliquer un petit peu mon métier, qui vous paraîtra sans doute tout à fait exotique. Je travaille au ministère de la Culture et j'étais inspectrice de la création dans le secteur du théâtre. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est qu'inspecteur de la création, je pourrais leur expliquer ultérieurement, je ne vais pas me lancer là-dedans. Et il y a quelques années, en 2020 plus précisément, on s'est regroupé à quelques agents pour commencer à travailler les questions d'écologie dans le secteur de la création artistique. Donc ce qu'on appelle nous le secteur de la création, c'est vraiment spectacle vivant et art visuel. Et on a travaillé ensemble. Tout ça a donné lieu à des propositions, des mesures, un plan d'action, on appelle ça, plus précisément, et à la création d'une petite mission qui est placée auprès du directeur général de la création artistique, une des 4 grandes directions du ministère. Petite mission dont je suis responsable, on est 2 agents, et qui met en place les mesures qu'on a proposées. Voilà. Donc ça, c'est mon métier. Ce plan d'action, enfin quand même vous dire un tout petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet, vous dire que, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux questions d'écologie dans le secteur de la création artistique. On pourrait se dire que c'est pas le secteur qui a le plus d'impact, et c'est vrai, et que voilà, c'est comme pas la priorité, étant donné qu'il y a quand même pas mal d'autres sujets. On s'est intéressé au sujet en se disant, d'abord, la culture, elle n'est pas dans son ensemble, et la création artistique en particulier, elle n'est pas sans matérialité. Il y a nécessité qu'elle fasse sa part, comme tout le monde. Il n'y a pas de raison il n'y a pas d'exception culturelle en matière d'écologie. Deuxième raison, c'est qu'on s'est dit, notamment au moment du Covid, quand il était question du fait que la culture, c'était quand même pas essentiel, des choses comme ça, on s'est dit qu'on avait peut-être tout intérêt, collectivement, puis le secteur s'était emparé de ce sujet aussi, c'est aussi ça qui nous a beaucoup motivés. On a peut-être intérêt à se préparer collectivement pour faire en sorte que la création artistique ait des pratiques assez vertueuses. Alors, d'abord pour se préparer à un monde à plus 4 degrés, puisque c'est les perspectives qu'on nous annonce, et puis aussi pour en fait être assurer sa robustesse, être dans la plus faible dépendance possible aux énergies fossiles. En gros, être assez vertueuse pour être protégée de l'avenir qui s'annonce. Voilà. Bon, ça mériterait d'en discuter plus longtemps, mais pour vous expliquer un peu le cadre dans lequel on fait tout ça. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler principalement des projecteurs LED et de ce qu'on fait à la Direction générale de la création artistique sur ce sujet. Pourquoi on s'est intéressé aux projecteurs LED ? En fait, on s'est intéressé aux projecteurs LED parce qu'on nous l'a demandé. En gros, le secteur de la création, le spectacle vivant et plus particulièrement le théâtre, est venu nous voir en nous demandant de nous y intéresser, nous, à l'endroit de la mission de transformation écologique. Donc on a été interpellés par la profession, en particulier lors des BIS de Nantes. La Résidtech avait organisé une table ronde où le sujet de l'impact écologique des LED a été posé. En fait, on nous a interpellés à plein d'endroits au départ, en nous disant que d'abord, il y avait un premier sujet qui se posait, qui était juridique et financier derrière, à savoir la possible remise en cause de l'exemption des salles de spectacle de l'obligation de passage en LED, au projecteur LED. Ça, c'était donc le règlement d'application de la directive du 1er octobre 2019, qui établit des exigences d'éco-conception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande. Et ce règlement arrivait à échéance. Il était en fait, il y avait une crainte de la profession que cette exemption qui touche les salles de spectacle soit remise en cause. Deuxième raison, on le sait, le passage au projecteur LED, ça représente d'importants enjeux organisationnels, des questions de métier, et puis de lourds investissements financiers. On avait eu un petit peu avant, au moment où on a été interpellé, une étude qui a été faite par le Reinhardt et l'APMAC en 2023, et qui estimait pour la seule région Nouvelle-Aquitaine à 23 millions d'euros les investissements nécessaires. Autre question qui était un peu le cœur du sujet, et ce pourquoi on venait me voir, moi, et pas quelqu'un d'autre au ministère, c'était beaucoup de personnes nous disaient rien ne prouve que cette transition technologique est aussi une transition écologique. Et comme c'était une des raisons des demandes de financement, on veut passer au LED parce que c'est plus vertueux, c'était bien qu'on réponde à cette question.
Et puis, dans les différents témoignages qu'on a entendus aussi, on nous expliquait beaucoup qu'il y avait, à certains endroits, pas partout, mais une transition technologique, un passage au LED qui se faisait de manière parfois assez précipitée et sans attention à un impératif de sobriété qu'on peut penser aujourd'hui devoir partager. Donc, moi, je n'y connaissais rien au LED, et d'ailleurs, j'y connais toujours pas grand-chose, mais je me suis dit qu'il fallait que je sois accompagnée pour faire tout ça. Et donc, j'ai fait ce qu'on fait très très bien au ministère de la Culture, à savoir un groupe de travail. Groupe de travail qui a réuni des directeurs techniques, des fabricants de LED, des éco-conseillers, des représentants de collectivités, des représentants de DRAC, etc. etc. Voilà. Et des praticiens de la lumière, absolument, tout à fait. Je ne les ai pas mis sur mon papier, mais c'était même, d'ailleurs, les plus actifs. Ça a été les plus actifs jusqu'au bout. Donc, pardon de les oublier, parce qu'ils ont été absolument centraux. Alors, ce groupe de travail s'est réuni pas très longtemps, mais en quelques réunions, on a pu un peu préciser les problématiques qui se posaient. Alors, sur la question écologique, un manque d'études, de toute évidence. On n'avait pas de... Il y a des études pour les projecteurs LED dans des usages de bureaux, de halls d'accueil, etc., mais il n'y en avait pas dans un usage en cage de scène. La question est arrivée aussi de la dépendance aux ressources, parce que fabriquer des projecteurs LED, ça demande d'utiliser des ressources. Et donc, on sait qu'il y a des enjeux géopolitiques derrière, des enjeux de raréfaction des ressources. La question sanitaire a été abordée, question artistique bien évidemment. Un gros sujet autour des changements des métiers, des besoins de formation, du maintien des savoir-faire aussi. Et puis, la question de alors là que j'ai complètement découverte, la question de l'interopérabilité avec le fait que la colorimétrie, vous me dites si j'ai pas bon, parce que tout ça, ils me l'ont appris. Tout ce que je vais vous dire, c'est justement ces techniciens de la lumière qui me l'ont appris, avec le fait que la colorimétrie n'est pas la même d'un projecteur à l'autre. Et puis, derrière tout ça, la question financière qui n'est pas rien. Alors, le groupe de travail a fait des préconisations derrière, dont il ne s'agissait pas de répondre à toutes ces questions, mais je vous dis les 3 principales préconisations et je vais en détailler 2. La première, elle n'a pas donné de mesures concrètes derrière, mais elle était importante quand même. L'idée, c'était de donner du temps au secteur. L'idée, c'est d'éviter une inflation technologique qui ne soit pas questionnée, et de permettre à l'inverse une anticipation, une planification des importants changements que suppose le passage au LED. Voilà. Et l'idéal qui a été défendu, ce serait de planifier en tenant compte de la vitesse de remplacement des parcs, des filières de production, des dimensions opérationnelles, du réemploi, etc., etc. Bon. Tout ça, en fait, nous a invité à porter la demande de prolongation de l'exemption auprès des instances européennes. Mais voilà, il n'y a pas de mesure concrète derrière qui a été préconisée en dehors de ça. Ce qui est déjà pas mal, remarqué. Autre préconisation, tout simplement celle de mesurer l'impact environnemental de l'utilisation des LED dans les salles de spectacle. Et puis, une deuxième proposition, il y a eu une grosse discussion autour de la mutualisation des LED, parce que pas mal de petites initiatives, ça et là, parce que certaines se sont avérées, terminées par un échec, et puis parce qu'en fait, tout simplement, mutualiser des LED, c'est pas si simple, il suffit pas de se dire on va le faire comme ça, et ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Donc, deuxième recommandation, en plus de cette étude, celle de faire une autre étude, à savoir comment, à quelles conditions juridiques, organisationnelles, financières, on peut mutualiser des LED, et ça peut être à la fois bien fait, bon pour tout le monde, et vertueux écologiquement. Et l'idée derrière, après ces 2 études, est de faire un VDMECOM, mais je vais y revenir. Concernant l'impact environnemental, on a demandé cette étude environnementale à Sursaut, Fanny Legros, pour ceux qui la connaissent, étude environnementale comparative entre des projecteurs LED et des projecteurs halogènes, dans leur utilisation dans une cage de scène, dans une salle de théâtre. Donc c'est assez circonscrit. Au départ, on était parti sur un périmètre plus large, mais ça s'est avéré très compliqué. Donc il fallait circonscrire l'objet pour arriver à faire quelque chose qui ait de l'intérêt et qui soit valable surtout. La méthode qui a été utilisée, alors c'est une méthode qui s'appelle l'analyse du cycle de vie, que vous connaissez peut-être, et qui est une méthode multicritère, avec 11 critères en plus de celui des émissions de gaz à effet de serre. On n'est pas que sur une approche carbone, on est vraiment sur une empreinte environnementale au sens large.
Et elle est donc multicritère et multi-étape. Donc ça va en gros de la fabrication à la fin de vie, en passant par la distribution et l'utilisation. Et tout ça permet d'évaluer les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie du produit. L'étude a été réalisée conformément au PSR 14, qui est une norme qui profite d'un cadre international. La méthode étant posée, il a fallu cadrer un peu les choses, et pour ça, il y a eu tout un temps avec donc un sous-groupe du groupe de travail dont je vous parlais tout à l'heure, qui représentait 19 personnes. Là, il y a eu un petit groupe de 5-6 personnes qui ont accompagné Fanny Legros et Sursaut dans cette étude. Et notamment dans le cadrage, il y a eu un gros travail d'identification des projecteurs, ambiance, découpe, Fresnel, cycliote, etc., rétrofit. Et puis des fabricants de projecteurs LED et halogènes, en essayant de repérer ceux qui le sont le plus sur le marché, en tout cas dans le domaine du théâtre. Donc on en a identifié plusieurs. Et on a de là essayé d'identifier les projecteurs les plus utilisés dans les théâtres, par famille et par fabricant. Ensuite, en termes de cadrage, ça nous était imposé par les normes, là encore. Il a fallu choisir ce qu'on appelle une unité fonctionnelle, c'est-à-dire la valeur de base qui permet la comparaison. C'est-à-dire de pas comparer des choux et des carottes, mais d'avoir une unité de base. Donc je vous le dis, si ça vous intéresse, même si là encore, moi je suis pas une technicienne, donc ni des projecteurs LED, ni de la CV, l'unité fonctionnelle choisie, c'est, conformément à la norme, un éclairage délivrant un flux lumineux artificiel sortant de 1000 lumens pendant une durée de vie de référence de 35 000 heures. Donc ça ne correspond pas à une moyenne, ça correspond en fait à une unité à laquelle on ramène les projecteurs qu'on étudie. C'est juste pour en fait ramener à la même unité les différents équipements qui sont comparés. Voilà, et ensuite a commencé, alors là c'était surtout le travail de Fanny Legros et de son équipe, la collecte de données. Et ça a été loin d'être simple, parce il faut dire que les données qui étaient réclamées aux fabricants sont très détaillées. Il s'agit vraiment des matériaux, des procédés de fabrication, de la provenance de chacun des matériaux, etc. Donc c'est pas quelques données, c'est vraiment quelque chose de très détaillé qui est demandé. Et les fabricants qu'on a approchés, pour beaucoup, ont dit non. Il y en a 2 qui ont accepté de jouer le jeu. Dans l'étude finale, ils seront anonymisés, mais peut-être certains d'entre vous les devineront. Alors, je ne fais pas un teasing fou. Le résultat, vous ne l'aurez pas aujourd'hui, dans le détail, parce que l'étude n'est pas terminée. Et surtout parce qu'elle va demander derrière de faire une revue critique. En gros, c'est comme dans la recherche scientifique, il s'agit de faire valider par les pairs les résultats obtenus et donc de faire contrôler par un expert indépendant, là en l'occurrence des experts indépendants parce que c'est une norme internationale, que l'étude est conforme aux normes, que les données sont de qualité, que les choix méthodologiques sont pertinents et que les conclusions sont par conséquent valides. La parution de l'étude est imminente, mais il n'y aura que les grands enseignements. Et derrière, pour avoir les chiffres précis, il faudra attendre la revue critique. Bon, on ne savait pas qu'on s'était lancé dans une aventure aussi compliquée, mais le fait est que c'est comme ça qu'il faut faire et on ne peut pas faire autrement. En revanche, je peux quand même vous dire, Fanny m'a autorisé à vous le dire, que les premiers résultats montreraient, je me reste au conditionnel, que le projecteur LED reste plus vertueux écologiquement que le halogène. Cependant, c'est à mettre avec plein de bémols, parce que tout dépend de l'utilisation qu'on va avoir derrière. Voilà. J'ai pas dit au début une donnée que je voulais vous donner, que je voulais vous partager, parce que je pense qu'elle est assez importante. Le principal, pour tout équipement technique, numérique, etc., le principal impact environnemental, c'est la fabrication. Et c'est de l'ordre de 80%. Alors après, ça varie selon les équipements, ça varie pour un ordinateur, un téléphone, un projecteur LED, ça va pas être la même chose. Mais on est dans ces ordres de grandeur-là. Donc c'est vraiment la fabrication. Donc quand je dis que les résultats de l'étude montrent que le projecteur LED est plus intéressant que le projecteur traditionnel, oui, sauf si on change de projecteur LED tous les 4 matins, en quelque sorte, pour nuancer cette... Donc, voilà, pour cette première étude. On en a lancé une deuxième à côté,
qui pareil, m'avait invité un peu tôt, mais puis c'est pas moi qui vous aurais présenté l'étude, c'est plutôt les prestataires. Mais donc sur les questions de mutualisation, à quelles conditions organisationnelles, financières, juridiques et même géographiques on peut faire de la mutualisation de l'aide. Là, ça a été conduit par un laboratoire de recherche qui s'appelle Atemis et qui travaille au sein de l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est vraiment un domaine assez intéressant et qui est beaucoup fondé sur l'étude des usages et de l'idée d'inventer un peu de nouveaux modèles économiques au niveau local, fondés sur les usages plus que sur les échanges de biens. Bref, ce petit laboratoire de recherche est en train de conduire l'étude, de la finaliser. Ils ont fait 5 entretiens longs avec 5 structures différentes. Ils ont également analysé évidemment des structures qui soit ont mis en place une expérimentation de mutualisation de l'aide, soit qui l'ont achevé et ça marche pas. Enfin voilà, on a essayé de faire un petit panel un peu représentatif. Ils ont fait une analyse un peu plus approfondie de 2 structures et puis tout ça a été articulé avec un petit comité de suivi et différentes personnalités qui ont accompagné tout ça. Leur étude, ils m'ont expliqué qu'ils l'avaient conduite à travers 3 grandes dynamiques, une dimension logistique, dimension administrative et dimension d'animation. Je ne vais peut-être pas m'étendre dessus parce que j'aimerais bien laisser un peu de temps aux questions-réponses si possible. Leur conclusion, c'est qu'en gros, il n'y a pas de modèle, qu'on ne pourra pas définir un modèle de mutualisation, mais ça on s'en doutait, c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend des équipes, ça dépend des lieux, ça dépend de la géographie, ça dépend des types de matériel qu'on veut mutualiser. Mais en revanche, ils ont vraiment étudié de près les dynamiques qui doivent se construire dans le temps et qu'il s'agit d'accompagner, et nous, à l'endroit du pouvoir public, comment on peut accompagner ça de manière intelligente. Là encore, ils ont, comme le fait Fanny sur l'ACV, sur l'analyse du cycle de vie, ils ont l'intention d'assortir les résultats ou les conclusions qu'ils ont d'un certain nombre de points de vigilance et de recommandations. Et donc, notre idée serait de regrouper tout ça pour en faire une espèce de vadémécum. Bon, c'est le nom temporaire, on fera peut-être mieux que ça, pour pouvoir faire un document, un outil qui permette d'accompagner les équipes techniques, mais aussi les directions lieux et aussi, peut-être surtout, les pouvoirs publics, sur les conditions d'une transition technologique qui soit vertueuse et puis aussi accompagnée sur les usages. Je l'évoquais au début, il y a la question de la formation, il y a la question des usages plus vertueux ou non, en fonction du taux de remplacement et qu'on réalise. Il y a tout ce qui concerne les effets rebonds, avec une forme de course à l'innovation qui vient souvent influencer les pratiques. Voilà, donc il y aura ces 2 études, il y aura des conclusions de ces études, et en fait, là, ce sur quoi on est en train de s'orienter, c'est de reprendre ces conclusions et les points de vigilance qui sont un peu, qui ont été esquissés par les 2 études, pour les reprendre avec le groupe de travail initial, enfin en tout cas ceux qui veulent, et l'ADEME qui nous accompagnerait dans cette démarche pour faire cet outil qui serait donc enrichi par tout un chacun et qui nous permettrait d'avoir ce petit document final. Voilà. Je crois que j'ai terminé, si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il reste du temps, j'ai dit qu'il y avait des questions. Il y en a tellement qu'on va refaire dans 2 ans. Dans 2 ans, il y aura les résultats. Oh, bah oui, dans 2 mois, j'espère même. Enfin, dans 2 semaines, possiblement d'ailleurs. Merci, il y a une question. Oui, moi je voulais savoir si cette étude portait sur des projecteurs fixes ou sur des projecteurs asservis. Parce que lors de rencontres précédentes, des fabricants nous disaient qu'un projecteur asservi avait été donné pour une durée de vie de 5-6 ans. Donc ça nous a laissé un peu perplexes. Alors, je crois qu'ils ont... Moi, j'ai vraiment pas participé au choix des types de projecteurs parce que, encore une fois, c'est vraiment pas mon... J'aurais pas apporté grand-chose. Ils ont fini par choisir des projecteurs fixes, me semble-t-il. Après, de toute façon, en fait, les résultats seront à moduler en fonction des usages, en fonction des types de matériel, etc., etc. Enfin, nécessairement. Moi, je trouve qu'il y a des théâtres qui ont déjà agi, parce qu'on reçoit leurs fiches techniques, et c'est au nom de la transition écologique, ils sont passés en LED. Tout leur matériel lumière est passé en LED.
Ça vous est arrivé, non, de rencontrer des théâtres comme ça aujourd'hui? Ouais. Et donc, nous, on est un peu dans la merde, j'allais dire, parce qu'on n'a pas forcément conçu le spectacle avec de la LED, mais on est obligé de s'adapter. Il n'y a plus de traditionnel, etc. Et donc, c'est au nom de la transition écologique. Alors, moi, je pense que la raison principale, c'est que ça coûte moins cher d'utiliser des LED par rapport à la consommation électrique voilà. Donc ils ont passé le cap pour avoir des budgets moins élevés, quoi. Oui, c'était un peu toutes ces raisons. Il y a aussi être dans le vent, être dans la tendance actuelle. Enfin, c'est un mouvement qui est en train de se faire. Les fabricants nous disent qu'ils n'arrêtent pas la fabrication, enfin les ampoules halogènes, mais enfin. Ouais, voilà, mais ça a repris. Il y a eu un mouvement. Non, mais en fait, il y a eu un vent de panique autour de 2020 en France, pas du tout dans le reste du monde, où on a fait croire aux gens que les projecteurs halogènes, dans 2 jours, il n'y en avait plus. Et il y a eu un vent de panique, il y a eu des budgets votés, il y a eu des gens qui sont mobilisés, et du coup, il y a des gens qui ont basculé complètement en LED, un peu trop brutalement, donc avec pas forcément des bons choix, parce que c'est fait trop vite et sans assez d'expérience. Alors qu'en fait, les constructeurs, ils disaient, mais non, mais les projecteurs halogènes, on continue de les construire. Et les usines, elles changent de propriétaire, mais elles continuent de fabriquer des lampes. Et parce que j'ai vu aussi un régisseur de théâtre qui disait, non, non, les projecteurs, les lampes de part, on les garde pour les créations maison. Toi, en tournée, t'as pas le droit. C'est hallucinant. Enfin, il y a eu un vent de panique en France, et tu allais à l'étranger, tu leur disais ça, ils hallucinaient. Au Canada, ils sont toujours en halogène. Ça va arriver petit à petit. Et c'est vrai que une transition douce, on est revenu à une transition douce. Donc, faut leur demander de ressortir les parts d'en dessous. Voilà. Et composer, parce qu'effectivement, un des problèmes artistiques, c'est les créations faites avec que de l'halogène. La transition, le faire en LED, c'est possible, mais ça demanderait un temps de recréation qu'on ne nous accorde pas, puisque c'est en tournée et on arrive le lendemain ou la veille au soir et on doit jouer le soir, et donc il y a tout, parce que comme tu disais, le gros basculement vers les LED d'un point de vue lumière, c'est que la spectrographie de chaque type de projecteur LED est différente. Donc on se retrouve avec, si on a 5-6 types de projecteurs, on a 5-6 types de spectrographie différentes, donc de rendus de couleurs différentes, qui font des possibilités plus grandes, mais qu'il faut que nous on harmonise, et donc qui sont plus compliquées. Parce qu'avec les projecteurs halogènes, qui sont quand même une mauvaise source, c'est une source trop chaude, il n'y a pas de bleu dedans, mais elle était homogène, c'est-à-dire tout notre parc était homogène, donc on avait une base, on avait la note. On parle de son aujourd'hui, donc on était accordé directement. Après, on voulait un peu plus franc, on mettait un 201, et avec les LED, on se retrouve complètement désaccordé. On est en musique sérielle. C'est ça. Mais ça fait partie des sujets en fait qui sont pas, qui concernent pas les questions. Ça n'a rien le sujet n'est pas écologique. Voilà, c'est une dimension artistique. Mais c'était hyper important qu'on traverse avec le groupe de travail toutes ces questions aussi qui sont autour, parce que ça problématise le sujet et ça fait comprendre que il s'agit pas de passer d'un point A à un point B comme ça, et que en fait ça pose plein de questions autour. Et sur les questions d'organisation du travail, moi j'avais pas saisi ces histoires de blancs qui sont pas les mêmes. Enfin, je trouvais ça. Enfin, voilà. C'était plein de surprises, quoi. Pour nous, c'est l'enjeu, quoi. Ouais, moi c'était plus des questions écologiques. Je suis un peu surprise apparemment dans ce que vous avez annoncé au début là, de dire que apparemment en fait la LED resterait quand même plus intéressante d'un point de vue écologique, si j'ai bien compris, que l'halogène. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus, parce que moi ça me surprend beaucoup. Moi je suis dans une université, on a un théâtre, on a équipé une partie de notre théâtre en LED, au projecteur à LED, et là au bout de 3 ans, 4 ans, j'ai déjà des blocs lampes qu'il faut que je change, qui coûtent les yeux de la tête, parce que en fait ça coûte la moitié d'un projecteur à LED.
Donc j'ai du mal à comprendre en fait. Puis bon, on sait bien qu'il y a des terres rares, enfin tout ça, tout ça. Moi je pense qu'il y a beaucoup une histoire de marché en fait derrière la LED. Et est-ce que vous pourriez parler? Non, je ne peux pas vous en dire plus que l'étude n'est pas sortie. En fait, on n'a pas le résultat final. Je vous donne juste une indication de la tendance que m'a donnée la prestataire qui fait ça. Donc non, je ne peux pas vous en dire plus. Mais en revanche, quand même vous assurer que c'est une étude qui est faite selon une norme internationale. Et puis Fanny Legros sur Sceaux, c'est une boîte indépendante. Elle n'a aucun intérêt à défendre les lettres plus que ne pas les défendre. Et on était tous assez persuadés que ça allait être négatif. Enfin, moi, c'est une des grandes raisons pour lesquelles j'ai lancé le truc. C'est en disant qu'il faut qu'on arrête de s'équiper comme des fous et de financer ça comme des cinglés au nom de la question, au nom de l'écologie, si c'est pas un minimum vertueux. Enfin, il ne s'agissait pas d'arrêter les choses, mais... Oui, ce sera public. Le résultat sera public, quand ça sera téléchargeable sur Internet. Alors, c'est ce que je disais, c'est que dans un premier temps, il va y avoir ce que je vous dis en termes de première indication qui va être précisée, mais les chiffres, il doit y avoir une revue critique, c'est-à-dire en fait une vérification par les pairs de l'étude. Donc les chiffres détaillés, le détail de l'étude, elle sera rendu public après cette revue critique, qui est longue, qui coûte cher, voilà, et qu'il faut qu'on fasse parce que en fait la norme impose ça. Donc c'est vraiment du sérieux, mais ça prend un peu de temps et du coup là je peux vous donner juste les premières indications. Non, éventuellement, mais du coup, ça ramène effectivement à la question esthétique. En fait, je suis Véronique Perruchon. Donc, voilà. Donc, nous avons un programme de recherche national avec des physiciens sur justement l'étude du rendu esthétique des objets scéniques sous l'éclairage à LED. Et en fait, pour mener une étude précise, comparative, il manque un outil de mesure objectif et subjectif, mais objectif, physique, sur effectivement la différence de complexité et d'une LED à l'autre par rapport au vieillissement des LED de même cru, on va dire, les mêmes types de LED, mais qui auront eu plus d'heures de vol et qui ne seront pas opérantes d'un théâtre à l'autre. Enfin, il manque finalement des outils pour pouvoir avancer sereinement aussi. Donc ça c'est une autre question. Et là il y a vraiment certainement. Nous on fait des recherches de notre côté, mais on est à l'université et on ne pourra pas produire ces outils. On pourra peut-être que ça vaut le coup effectivement d'avancer avec cette réflexion quoi aussi. Oui, voilà. Enfin on travaille avec. Mais c'est certain que en fait pour avoir une idée claire sur ces sujets, il faut mesurer. Moi, je suis pas pour la mesure à tout prix. Enfin, voilà. Mais en tout cas, pour avoir des données de base, il faut. Et c'est ça. On a plein de données manquantes. Et là, par exemple, sur la question de la mutualisation, il nous manque une donnée qu'on va essayer d'obtenir grâce à une petite sous-étude dans l'étude. Enfin, bon, bref. Mais qui est la durée d'utilisation des équipements. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut mutualiser si y a un projecteur qui est dans le placard en permanence, on peut mutualiser très facilement, tandis que celui qui est sur scène H24, ça va être plus compliqué. Enfin, voilà, je caricature, mais donc et ça, on n'a pas d'outil de mesure de ça. Donc effectivement, faut pas tomber dans la mesure tout le temps et voilà. Mais oui, je voudrais faire un commentaire ou quelques précisions. Les difficultés de la LED dans le spectacle, elles existent aussi dans l'industrie. Et la problématique, elle vient... Alors on parle beaucoup du changement de la technologie, la LED, la source, mais la difficulté, elle vient avec le fait qu'il n'y ait plus de douille. C'est-à-dire qu'avant, avec un projecteur, on avait une connectique, on changeait la lampe. Donc quand la lampe était morte, on en mettait une autre, et la carcasse, elle restait inchangée. Avec le passage à la LED... il y a un appareillage qui est mis dedans et il n'y a pratiquement plus de fabricants de lampes. Donc les fabricants de projecteurs fabriquent la lampe, ou en tout cas intègrent une source, dans un système qui n'a pas de douille, donc on ne peut pas le changer. Donc le problème que vous avez avec vos projecteurs, par exemple, alors peut-être que c'est une partie électronique IHS, mais si c'est simplement la dalle LED, vous vous retrouvez à changer tout l'équipement, parce que la dalle LED, elle... en tout cas dans l'État, n'est pas remplaçable. Dans l'industrie, par rapport au marché grand public, ils ont un peu avancé là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des normes pour définir des modules LED qui, eux, seraient interchangeables. Dans le monde du spectacle, c'est un micro-milieu avec des exigences
de colorimétrie, ça a été évoqué sur la question des couleurs, qui fait que pour l'instant, je pense qu'on est très très loin de la possibilité de définir des modules interchangeables. Chaque fabricant fait sa soupe dans son coin, dépense déjà tellement d'énergie et d'argent à développer son truc. De là à faire quelque chose qui serait interchangeable avec des modules fabriqués par quelqu'un d'autre, ils ne sont pas prêts. Les marques qui font des très bons projecteurs à LED sont obligés de gérer leur stock de composants, d'acheter des stocks de composants pour assurer le SAV pendant plusieurs années. Enfin, il y a toute une mécanique qui va avec. Donc la problématique, elle n'est pas liée à la technologie, mais je dirais à un marché qui n'est pas encore mature ou une période de remplacement avec tous les désordres qui vont avec. Voilà, c'est le commentaire que je voulais faire. Très bien, merci. Peut-être juste rebondir un tout petit mot là-dessus. Robert Julia a commencé à engager un travail avec d'autres fabricants, peut-être, je ne sais pas combien ils sont, sur la question de la réparabilité, justement, Oui. pour qu'il y ait un indice de réparabilité qui soit intégré au moment de la vente. Et ça serait déjà une avancée par rapport à ce que vous dites qui serait assez majeur. Voilà. Merci, bravo. Merci à vous.